Voilà, bonjour à tous, bienvenue pour cette rencontre autour du livre Mes étoiles noires illustrées, Mes étoiles noires en images, publié par Lilian Thuram et Pascal Blanchard, que j'ai le plaisir d'accueillir cet après-midi. Bonjour à tous les deux. Nous allons donc parler de ce livre publié par les éditions de La Martinière, et vous aurez tout à l'heure, je le dis tout de suite comme ça, je suis quitte d'oublier tout à l'heure, vous aurez l'occasion de pouvoir obtenir une signature, une dédicace de ces ouvrages tout à l'heure à la sortie ici même. Et donc, on va discuter ensemble de ce livre et de la manière dont il peut être utile dans la lutte contre les préjugés. Je voudrais rapidement vous présenter à nos auditeurs de Saint-Dié, même si ils vous connaissent sans doute déjà un peu, puisque vous êtes déjà venus chacun séparément, mais jamais ensemble, je crois. Et donc, je voudrais simplement donner quelques éléments sur lesquels on pourra s'appuyer ensuite dans la discussion. Et je commence par vous, Lilian Thuram. Vous êtes ancien footballeur professionnel, international français. Ça nous ramène au tournant de la fin du XXe siècle, début du XXe siècle. Alors, les plus anciens d'entre nous vous connaissent à ce titre-là. Peut-être les plus jeunes connaissent davantage vos fils, puisque vous êtes le père de 2 footballeurs professionnels dont vous parlez régulièrement dans vos ouvrages. Une des dernières images, je crois, c'est justement celle de vos 2 fils qui posent le genou à terre. Et on verra en quoi cette image peut être intéressante. Alors, vous êtes président d'une fondation qui porte votre nom, Fondation Lilian Thuram Éducation contre le racisme, pour laquelle vous arpentez le pays et même ailleurs. Je crois que vous rentrez de Suède. Vous avez un travail régulier au long cours. Et en parallèle à tout ça, vous avez publié plusieurs ouvrages sous des formats différents, qui s'adressent sans doute à des publics différents, en particulier plusieurs bandes dessinées, et un livre pour les jeunes sur Nelson Mandela. Plus récemment, vous avez écrit ce livre chez Philippe Ray, La pensée blanche, dont on va aussi parler un petit peu aujourd'hui. Et je crois que ce livre a été traduit en plusieurs langues depuis sa parution. Et il est sorti en poche tout récemment. Et donc votre actualité, c'est ce livre que vous publiez avec Pascal Blanchard. Et donc je voudrais aussi vous présenter Pascal Blanchard. Vous êtes un historien reconnu de la colonisation, de l'immigration et de leur place dans notre société d'hier à aujourd'hui. Vous avez fondé, on va pas rappeler la date, mais c'était il y a un certain temps, au siècle dernier, avec Nicolas Bancel, le groupe de recherche ACHAC, Association pour la connaissance de l'histoire de l'Afrique coloniale, et vous êtes aujourd'hui chercheur associé au Centre d'histoire internationale et d'études politiques de la mondialisation à l'Université de Lausanne. Et donc vous avez aussi beaucoup de publications que je voudrais pas mentionner toutes, mais on aura l'occasion peut-être d'y revenir. En tout cas, je voudrais en mentionner une dont il sera également question aujourd'hui, c'est cette histoire globale de la France coloniale qui est parue l'an dernier chez Philippe Ray. Est-ce que je peux vous demander, pour compléter cette présentation, de l'un à l'autre, de donner une qualité que vous donneriez à l'autre? Pascal Blanchard, qu'est-ce que vous trouvez comme qualité à Lilian Thuram? Tu commences? Ah non. Je crois qu'il ne faut pas vous défiler, Pascal Blanchard, la question. L'effet de surprise. Avec Lilian, on est toujours surpris. On est toujours surpris parce qu'il ose plein de choses. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était assez étonnant, c'est que je faisais une conférence à Barcelone, je ne sais pas si tu t'en souviens. Et j'ai vu arriver au fond de la salle, parce qu'on le reconnaît à sa silhouette, même quand les salles sont sombres, puisqu'il a toujours, ou du moins très souvent, un chapeau sur la tête. Et moi, je ne le connaissais pas à titre personnel. Je le regardais jouer au foot. Je savais qu'il jouait à Barcelone à ces moments-là. Et je préparais une conférence avec 3 autres interviews sur des sujets qui étaient un peu difficiles, colonisation, guerre d'Espagne, Shoah. Et je vois arriver un monsieur dans la salle. Et je me suis douté que c'était Lilian Thuram, parce qu'à ce moment-là, d'un seul coup, toute la salle a tourné la tête. Donc à Barcelone, il était un peu connu. Donc l'effet de surprise. C'est quelqu'un qui vous surprend toujours dans ses prises de position, dans l'engagement qu'est le sien et dans ce qu'il fait. Donc je le dirais... Est-ce que c'est une qualité tous les jours? Des fois, il vous surprend tellement que vous vous posez la question après. Mais voilà. N'en dites pas trop, ça reste pour l'instant une qualité. Voilà, tout à fait. Lilian Thuram, de votre côté, quelle est la principale qualité selon vous de Pascal Blanchard? Bon, je ne commencerai pas par la principale. Je dirais que tout d'abord, je ne sais pas si c'est une qualité, mais comme vous le voyez, il est très beau. Non, en fait, je pense qu'il est passionnant. Vraiment. C'est-à-dire que quand on l'écoute, même si on ne s'y connaît pas, en fait, il arrive à vous passionner, à envie d'aller plus loin dans la recherche, et il sait rendre vivant
toutes ces histoires en fait. Et ça peut être une histoire toute simple, mais à la fin c'est passionnant parce qu'en fait on a l'impression qu'il adore partager avec les gens. Voilà. Alors, vous évoquiez, Pascal Blanchard, votre première rencontre, mais moi j'aimerais savoir, Lilian Thuram, qu'est-ce qui vous a conduit à travailler avec Pascal Blanchard? Comment vous en êtes venu à... C'est pas la première fois que vous travaillez ensemble. Sur quel terrain vous êtes retrouvés, si je puis dire? Alors, la première fois que j'ai eu contact avec Pascal, c'est à travers un livre. Un livre, je crois où tu m'avais envoyé, ou en tout cas je l'ai eu à Barcelone lorsque j'étais joueur de foot, et ce livre m'a passionné, justement. Je me suis dit, ah ouais, d'ailleurs c'est pour ça que je crois que j'étais venu te voir au Centre culturel de Barcelone. Et là aussi, pareil, il y avait ce jeune homme, à l'époque il était très jeune, hein. Toi aussi, hein. Voilà, moi aussi. Et donc, il y avait les historiens qui parlaient, et lui, il était un peu comme ça. Et il racontait les choses, je me disais, ah ouais, lui, il est cool. C'est incroyable. En fait, il a un vrai charisme, et donc j'avais été séduit par ce qu'il disait, la façon de dire. Et donc après, on a pris contact lorsque j'ai voulu créer cette fondation en 2008 à Barcelone. Et donc, on s'est vu là, et à partir de ce moment-là, on a essayé de faire des choses ensemble, notamment une exposition magnifique au musée du Quai Branly. Voilà. Exhibition, c'est ça, je crois. L'invention du sauvage. L'invention du sauvage. Alors, qu'est-ce qui peut conduire justement, quelqu'un comme vous qui travaille avec cette fondation, avec votre parcours de sportif, et un historien? Pourquoi tous les deux travaillent ensemble? Je vais peut-être demander à Pascal Blanchard de compléter ce qui a été dit et nous dire pourquoi c'est important justement que finalement ces deux parcours qui sont les vôtres, à un moment donné, se croisent et donnent quelque chose d'intéressant. Nos points de vue de départ ne sont pas les mêmes. Notre manière de regarder un objet scientifique, si on regarde la carafe, tous les deux, on va être d'accord, il y a de l'eau dedans. Mais notre histoire personnelle, notre récit, nos parcours familiaux, la manière d'appréhender notre vécu des choses que l'on regardait, on ne part pas du même point de départ. Mais le fait de dialoguer ensemble nous oblige à trouver, comme on l'a fait pour l'exposition au musée du Quai Branly, on n'était pas d'accord sur tout. Alors heureusement, il y avait une troisième commissaire qui permettait d'engager des fois des votes. Bon, à 3, on arrive à trouver une majorité, vous voyez. Donc, mais on n'était pas d'accord des fois sur tout. Mais le fait de ne pas être d'accord, c'est extrêmement sain. Ça vous oblige, en amont, à trouver la meilleure voie pédagogique pour appréhender les choses. Quand on a fait ce livre, on n'était pas des fois toujours d'accord sur la manière de mettre telle ou telle image, en parler de telle ou telle manière. Mais le fait de devoir dialoguer à deux, vous prenez une part de vous et une part de l'autre pour arriver à trouver un chemin médian qui va peut-être, pas toujours, mais on le pense, être plus efficace. Ça vient de nos parcours, ça vient de notre manière d'appréhender ces questions, ça vient des fois aussi de la manière dont on veut transmettre les choses. Donc ça vous oblige à vous questionner à deux. Et le fait déjà de commencer un dialogue à deux, je trouve que c'est des fois beaucoup plus accessible pour le public, pour arriver à rentrer dans ce qui a fait pour nous le juste équilibre de la manière de raconter une histoire, de parler du passé. Et de trouver aussi peut-être quelque chose que je trouve assez toujours ambitieux, d'essayer d'aller toujours plus loin. On a évolué, je viens de le dire, il m'a connu, j'étais jeune, enfin il était aussi jeune que moi, il jouait encore au foot à l'époque, pour vous dire. Donc, et il n'a pas le même point de vue qu'à cette époque-là. J'ai pas le même point de vue qu'à cette époque-là. Est-ce que vous pouvez peut-être, l'un comme l'autre, nous donner un exemple justement de ces différences que vous aviez, peut-être par rapport à cette question, précisément sur la question de la colonisation, la question du racisme? Est-ce que vous parlez de ça, ou est-ce que vous parlez de choses plus superficielles? Lilian Thuram, si vous êtes pour le coup d'accord avec Pascal Blanchard, que vous n'étiez pas d'accord surtout, quelles étaient les choses, par exemple, dont vous vouliez convaincre Pascal Blanchard, sur lesquelles peut-être vous trouviez qu'il avait du chemin à faire, et ensuite on demandera à Pascal Blanchard également. Non, mais l'idée, c'est pas de convaincre. Tout d'abord, ne pas être d'accord avec une autre personne, c'est tout à fait compréhensible. Déjà, vous n'êtes pas d'accord avec vous-même. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre, donc c'est dans la discussion qu'on va grandir. Par exemple, je me souviens de l'exposition au musée du Quai Branly. Pascal voulait absolument qui mettre un buste, d'accord, qui rappelait la Vénus Hottentote. Et moi, je trouvais que on n'avait pas besoin. C'était encore une fois la montrer.
Et donc, il y a eu tout un débat, et lui, il me disait, mais non, au contraire, il faut quand même que les personnes puissent, en rentrant, être en face de ce buste-là, c'est comme si elle existait. Et moi, je disais, oh, non, je pense que justement, l'absence, c'est mieux. Donc, en fait, nous sommes pas d'accord, mais en même temps, on est très souvent d'accord. Je pense que c'est ça le plus important quand même. Et moi, je dois avouer que, pourquoi, bien évidemment, je travaille avec Pascal Blanchard, parce que depuis jeune, je respecte en fait ceux qui maîtrisent les savoirs. Et comme j'ai été joueur de foot, ce que j'ai appris sur la problématique du racisme, du sexisme, de l'homophobie, c'est lié aussi aux livres que j'ai pu lire. Et donc, je pense que avoir un historien travailler, qu'il accepte de travailler avec moi aussi, ça veut dire que quelque part, je suis un peu sérieux. Parce que je pense que si j'étais pas sérieux, on n'aurait pas pu travailler ensemble. Et donc, c'est essayer de dire, voilà, je vais mettre le fait que j'ai été joueur de foot, ma notoriété, et essayons de travailler ensemble pour toucher le plus grand nombre, et notamment les plus jeunes. Voilà. Alors peut-être on reviendra tout à l'heure sur cette question justement de l'image, parce que ce qui vous rassemble aussi, c'est le fait que là on a une édition illustrée, et il y a cette question de est-ce qu'on reprend ces images coloniales, donc on pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Pascal Blanchard, justement sur cette question peut-être de ce que l'historien que vous êtes avait comme perception de ce passé-là, et en quoi justement cette perception pouvait être différente chez Lilian Thuram, même si on comprend bien que beaucoup de choses vous rassemblent, et encore une fois mon but n'est pas de vous diviser, mais qu'est-ce qui vous paraissait important, sur quoi il vous paraissait important d'insister auprès de Lilian Thuram quand vous avez commencé à travailler ensemble? On n'appréhende pas l'image de la même façon, et c'est très bien. C'est-à-dire que pour Lilian Thuram, une des choses qui est importante, c'est avoir un regard valorisé sur soi-même. Très souvent, je l'entends dire quand on fait une école ensemble ou qu'on va dans une classe, vous pouvez le faire. Vous, jeunes, vous pouvez y arriver. N'ayez pas un regard négatif sur vous-même. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas capable de faire. Et oui, vous allez devoir peut-être travailler plus que d'autres, mais vous pouvez réussir. Donc, au nom de ça, Lilian, il considère toujours qu'il faut avoir une image extrêmement positive de soi-même. Donc, des fois, ça fait débat quand l'image peut être négative. Ça fait débat entre nous. Moi, je dis oui, mais elle illustre aussi une époque. Et elle a donc sa valeur pédagogique par rapport à ce qu'a été le temps des colonies, par exemple. Ou quand on a travaillé ensemble sur le zoo humain, il y avait des images qui étaient extrêmement violentes. Sur Joséphine Baker. Je l'ai cité. Et à un moment, on a un débat tous les deux. Un des portraits, c'est Joséphine Baker. Et Lilian me dit, moi, les bananes, ça passe pas. Moi, je te le dis, il me dit, je suis pas d'accord. Je dis oui, mais c'est en même temps ce qu'a fait sa notoriété, ça correspondait à la manière dont on a voulu déconstruire à l'époque. Il me dit oui, d'accord, ok. Il me dit t'as raison, mais les bananes, ça passe pas. Tu peux le faire comme tu veux. Il dit moi, les bananes, je les ai vues quand on les jetait sur les stades, quand on jouait, notamment en Italie. Et donc, on a un débat sur l'image. Est-ce que sa vertu ou sa valeur pédagogique pour pouvoir faire passer une description de comment Joséphine Baker a dû, quelque part, amuser d'une manière exotique et racialisante son corps pour arriver à réussir et à rentrer dans l'espace du succès, ou est-ce qu'au contraire, on peut en parler, mais il ne faut mieux pas montrer cette image-là, mais une image plus valorisante, au nom de la perception des jeunes publics aujourd'hui. Et on a eu ce débat dans le livre. Bon, il a gagné, hein. Il n'y a pas les bananes. En même temps, gagner contre Lilian Thuram, c'est pas toujours facile non plus. Mais vous voyez, ça c'est un vrai sujet en termes de dialogue. Aucun de nous deux n'a forcément raison. À un moment, c'est le juste équilibre aussi. Et sur d'autres images, on a eu plein de conversations. Pourquoi ? Parce qu'une image, les gens pensent qu'elle n'est que l'illustration d'un propos d'une époque. Mais pas du tout. Rappelez-vous toujours une chose pour ceux qui ont des enfants et des petits-enfants, 72% de leurs manuels scolaires sont remplis d'images. Le reste, ce ne sont que des textes. L'image est fondamentale dans ce qu'ils vont retenir, dans ce qu'ils vont voir. Aujourd'hui, avec un scrollage, avec ça, ils voient plus d'images en une journée que leurs grands-parents le voyaient toute leur vie. Les images ne sont pas juste des illustrations qui passent. Elles sont fondamentales parce qu'elles peuvent vous construire en termes d'identité. Elles peuvent d'un seul coup fixer votre regard, ou vous bloquer, vous enfermer, ou vous libérer. Elles ont un pouvoir incroyable. Elles ne sont pas qu'une illustration. Elles sont souvent aussi la manière dont on va percevoir un personnage. Et c'est ce qui a amené aussi beaucoup à l'identité de ce livre et à la manière de le faire et de le penser. J'ai toujours dit à Lilian, qui avait d'abord travaillé ses textes sans images dans les premières éditions, je pense que les gens ont besoin de voir ces personnalités, ces étoiles. Le fait de voir ces personnes qui, à des époques, se sont battues pour exister, s'imposer, s'affirmer, gagner, être soit des champions, soit des intellectuels, soit des grands artistes, soit des savants, de les voir
voir un noir arriver au pôle Nord, vous avez beau le dire comme vous voulez, mais tant que vous ne l'avez pas vu en image, vous n'y croyez pas. Je lui dis, on n'y croit pas ton histoire de découverte du pôle Nord par un noir. Par contre, quand vous l'avez dans sa immense fourrure ou sur son bateau qu'il arrive au pôle Nord, même lui, il était bluffé par les photos. Il m'a dit, waouh. Alors c'est un des personnages dont vous parlez dans le livre. Matthew Hanson, effectivement, moi c'est une histoire que je découvre en regardant votre ouvrage. Alors cette question de l'image, je pense qu'elle est importante, c'est-à-dire qu'on parle aussi d'un livre que vous aviez publié il y a 13 ans, je crois, dans une version effectivement sans image. Et là, on est dans une version illustrée avec ce risque peut-être d'utiliser des images qui ont été produites dans un contexte particulier, colonial. Est-ce que justement, c'est une des raisons pour lesquelles vous avez choisi de faire une version illustrée, le fait de pouvoir mettre en contexte ces images, pas les montrer telles quelles avec toute la violence, la domination qui les caractérise, mais au contraire les contextualiser. Pourquoi avoir choisi, Lilian Thuram, de faire une version illustrée? Tout d'abord, c'était une façon de toucher un autre public, c'est-à-dire qu'effectivement, Mes Étoiles Noires, il y a aussi eu Mes Étoiles Noires en bande dessinée, donc pour essayer d'emmener ces personnages à toucher d'autres publics pour changer leur imaginaire. Mais ce qui est très intéressant avec les images, c'est que vous ne pouvez pas y échapper. C'est-à-dire quand il y a du texte, effectivement, vous devez faire un effort de visualisation. Mais lorsque vous avez ce livre en main, lorsque vous parlez de Nelson Mandela, vous voyez en face ce qu'il y a. Parce que très souvent, on va parler de Nelson Mandela, mais on ne va pas voir qui est en face et qui empêche l'égalité. Et lorsque vous voyez des jeunes garçons, des jeunes femmes avec des drapeaux qui ressemblent aux drapeaux du nazisme, mais là, vous êtes... je dois avouer que j'ai découvert énormément, voire la grande majorité des photos, je ne les connaissais pas. Et donc, c'est juste incroyable. Donc c'est pour cela aussi que je suis très très content d'avoir travaillé avec Pascal, parce que effectivement, étant historien, il y a une recherche incroyable et vous ne pouvez pas échapper à l'histoire et vous comprenez mieux l'histoire lorsque vous êtes en face des photos. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, à la limite, vous n'avez pas besoin de lire le livre pour comprendre le livre. Et je pense que c'est ça qui est extrêmement intéressant pour moi, la force des images. Je vais même aller beaucoup plus loin. Des gens, quand Lilian a sorti son livre la première fois, ont pu se dire, bon, il exagère, Monsieur Thuram, hein, ces personnages sont-ils aussi célèbres ont-ils lui... Et d'un seul coup, le fait qu'ils existent dans l'image, vous leur donnez une place dans l'histoire. Vous les rendez réels. Comme vient de dire Lilian, et je viens de la photo, nous sommes en train de vous parler, vous voyez la swastika du Parti African en 1948, en train d'inaugurer le Temple Blanc à Pretoria. Et c'est une swastika à 3 branches. Et lui, il me dit, c'est quoi ce truc? Je l'avais jamais vu. Et d'un seul coup, ça rend tangible. Ça veut dire quoi, être noir en Afrique du Sud dans les années 50, au moment des lois de l'apartheid votées? Ça veut dire que vous avez 80 000 personnes devant le Temple Blanc à Pretoria, en uniforme néo-nazi, qui disent non aux noirs. Et quand vous êtes un jeune lecteur, c'est tellement loin cette histoire. Pour eux, on a l'impression qu'on leur parle du 19e siècle. Hein. D'un seul coup, ceci devient extrêmement tangible quand ils peuvent le comparer aussi aux images qu'ils voient aux États-Unis, de mouvements suprémacisme blanc. Et là, on voit la continuité par l'image d'une époque ou d'une autre. Donc l'image amène aussi une capacité pour les gens d'arriver à décrypter les choses. Et après, à rentrer peut-être dans les textes en se disant, il faut que j'arrive à mieux comprendre ce récit. D'ailleurs, excusez-moi, allez-y. Lorsqu'on parle de continuité historique, en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous allez prendre un personnage comme Marcus Garvey, qui décide de fabriquer un drapeau, d'accord ? Et vous allez arriver à la fin du livre, il va avoir des mouvements en Amérique, en Afrique ou même parfois en France, où vous voyez en fait qu'on reprend les mêmes couleurs. Et peut-être que ceux de notre époque ne savent pas en fait d'où viennent ces couleurs-là. C'est juste incroyable. Et donc, sans les images, vous ne pouvez pas faire ça. Alors effectivement, vous parlez de couleurs en même temps. Les images de Marcus Garvey sont surtout en noir et blanc. Donc peut-être que ça, c'est un aspect qu'on n'a pas on n'a pas cette dimension. Donc c'est vrai que ça aurait pu, ça pourrait être intéressant de creuser cet aspect-là. Alors vous parliez tout à l'heure de cette bande dessinée que vous avez faite en 2017. Je crois que ça s'appelait Notre Histoire avec Jean-Christophe Camus, Sam Garcia. Et dedans, il y a un personnage, un ancien, un Edo, qui vous raconte un peu à Fontainebleau ou à Avon,
maison à côté de Fontainebleau qui vous raconte un peu ces étoiles noires, ces personnages-là. Et ici, dans les notices que vous rédigez pour Mes étoiles noires en images, régulièrement, voilà, vous parlez aussi de votre propre expérience ou de celle de votre famille. Votre mère est un personnage assez présent. Pourquoi faire ce choix de mélanger votre histoire personnelle à ces personnages-là qui ont pu vous inspirer? Pourquoi ce choix de mélanger les deux finalement? Tout simplement parce que chacun de nous, qu'on le veuille ou non, nous sommes le fruit de cette histoire. Nous faisons partie de l'histoire. Et donc, très souvent, lorsque on parle du passé, on a l'impression qu'effectivement, ce passé n'impacte pas sur nous. Et donc, si aujourd'hui je suis là devant vous, c'est parce qu'en fait, il y a eu une histoire particulière, à un moment bien précis, qui m'emmène à cette réflexion et qui m'oblige à essayer de réfléchir, mais en fait, pourquoi ça existe? Pourquoi le racisme? D'où ça vient? Et donc, si j'ai envie de savoir, je dois questionner le passé, donc questionner l'époque de ma maman, questionner l'époque de mon grand-père. Par exemple, je dis très souvent que mon grand-père est né 60 ans après l'abolition de l'esclavage en France. C'est juste pour dire aux gens, faites attention, l'esclavage est très proche de nous. Lorsque je parle de ma maman, je dis très souvent, ma mère est née en 1947, il y avait la ségrégation aux États-Unis, c'était la période de la colonisation. C'est juste pour dire qu'effectivement, chacun de nous ici, si nous prenons le temps de réfléchir au passé et lorsque nous étions jeunes, nous pouvons confronter notre propre histoire avec la grande histoire. Et ça, je pense que c'est très important. Pascal Blanchard, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce point? Non, et puis, je le disais au départ, nous n'avons pas le même vécu, le même parcours. Quand vous êtes blanc en France, vous ne vous levez pas le matin en pensant que vous êtes blanc. Vous ne prenez pas le métro en pensant que vous êtes blanc. Vous n'arrivez pas au boulot en disant à tout le monde « Bonjour, je suis blanc ». Vous n'avez pas de problématique spécifique parce que vous êtes blanc. Quelque part, personne ne vous rappelle que vous êtes blanc. Ou de temps en temps, ça peut arriver, mais c'est ponctuel. Par contre, quand on est un jeune maghrébin, un jeune antillais, un jeune africain, un jeune asiatique, un jeune tamoul, en France, être noir, le matin, ça veut dire quelque chose. Vous n'avez pas la même journée. Donc le vécu, le récit propre qui est le vôtre, la perception des choses, même le regard des fois sur les images. On s'est vu avec Lilian des fois regarder une image et se dire « Ah, il ne me la regarde pas du même point de vue », et c'est normal. Toutes ces questions-là font que vous ne vivez pas le récit de la même manière dans votre intime. Et la force de Lilian dans ce livre, c'est d'amener aussi de cet intime à lui, ses clés d'explication à lui. Pourquoi il va choisir un héros? C'est parce que ce héros, à un moment, a été insignifiant pour lui. Quand il va choisir les pharaons noirs, quand il va choisir Billy Holiday, quand il va choisir tel sportif, il a eu aussi un rapport qui peut être un rapport très émotionnel, ou très emblématique, ou d'avoir admiré, ou d'avoir manqué de ce héros pour grandir. Il n'a pas donc la même perception que moi sans ces personnages. Moi, quand je vais chercher Major Taylor, ou quand je vais chercher Battling Siki, ou quand je vais chercher un grand boxeur comme j'ai oublié son nom, notre super Panama Al Brown, je suis venu pour une autre raison à Panama Al Brown. Ça n'empêche pas qu'on a des héros communs, mais on n'a pas eu le même parcours pour se les choisir. Et ça, je pense que c'est très important de le ramener dans un livre, de le conscientiser au sens accessible au public, pour que le jeune lecteur, quel que soit d'ailleurs son parcours, puisse comprendre pourquoi lui, il l'a choisi. Alors, ça rejoint la démarche aussi de votre livre que j'évoquais tout à l'heure, La pensée blanche, dans lequel voilà, vous essayez de déconstruire un peu d'interroger cette construction identitaire et vous posez la question de finalement pourquoi la majorité des Blancs refusent-ils d'interroger cette construction ou n'ont pas conscience de ça. Donc, comment vous interprétez cette espèce d'inconscient qui fait que finalement on ne se rend pas compte de la réalité, de ces préjugés? Comment vous avez conçu ce parcours autour de la pensée blanche? Comment vous avez décidé de déconstruire tout ça? Alors, tout d'abord, la pensée blanche, il faut bien lire le titre, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la pensée des Blancs. C'est pas la pensée des Blancs, c'est la pensée blanche. En fait, c'est cette idéologie qui a construit l'idée qu'être blanc serait mieux. Et donc, effectivement, c'est cette idéologie qui a classifié les êtres humains en prétendues races et qui a hiérarchisé ces races selon une couleur de peau. Et donc, pour moi, dans ce livre, c'est en fait changer de point de vue. C'est-à-dire questionner à savoir comment cette histoire nous est parvenue et comment cette histoire nous a conditionnés dans un sens. Lorsque je parle de conditionnement, je vais vous montrer
cette carte-là. J'ai pas compris. Ah, excusez-moi. Là, ça va mieux? Ok, c'est mieux comme ça. En fait, ce qui est très intéressant, Pascal, tu peux me tenir ça, excuse-moi. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand je montre la carte comme ça, d'accord? Là, dernièrement, j'étais en Suède avec 300 professeurs. Les 300 professeurs m'ont demandé aussi de retourner la carte. Quand je suis en Afrique, peu importe, on me demande de retourner la carte. En fait, je dis que tout est une question de point de vue. Vous avez déjà vu un ballon de foot. Le ballon de foot est rond, on ne peut pas dire que le ballon de foot est à l'envers. Mais le monde, c'est exactement la même chose. Mais en fait, comme on a l'habitude d'un point de vue, lorsqu'on adopte un autre point de vue, on a l'impression que c'est faux, qu'il y a un problème. Et donc, la pensée blanche, c'était ça. C'est changer de perception. C'est de dire, est-ce que vous vous êtes déjà questionné à savoir qu'est-ce que c'est être blanc? Parce que, par exemple, être noir, vous savez plus ou moins qu'est-ce que c'est être noir, puisqu'à un moment donné, dans votre vie, on vous le rappelle. Et je dis très souvent, je suis devenu noir à l'âge de 9 ans. Et les enfants sont toujours surpris en disant, mais il est devenu noir, c'est bizarre, il n'a pas de miroir à la maison. Ben, en fait, on ne l'est pas noir, on le devient. Et on le devient dans le regard de l'autre. Et lorsque je suis devenu noir, c'est à travers un traumatisme où des enfants de la classe de CM2 m'insultent de sale noir. Et moi, je ne comprenais pas. Parce que j'étais né aux Antilles. Et aux Antilles, on ne se regarde pas à travers la couleur de peau, puisque nous sommes plus ou moins tous de la même couleur de peau. Et c'est en arrivant à Paris, et je me dis, si à l'âge de 9 ans, les enfants m'insultent de sale noir, ça veut dire qu'eux étaient déjà devenus blancs. Alors que être blanc, c'est aussi une construction. Parce que, par exemple, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un de blanc comme ça? Non, ça n'existe pas. Donc pourquoi les gens se disent blancs? Ben là aussi, c'est une construction. C'est une façon de percevoir les choses. Et l'idée pour moi, c'est qu'on puisse questionner ces catégories pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir les dépasser. Parce que si on ne les dépasse pas, on va reproduire des schémas de façon souvent inconsciente de domination. C'est comme réfléchir à la domination homme-femme. Ça veut dire qu'effectivement, depuis des siècles, les hommes ont construit leur supériorité sur les femmes et de façon inconsciente, ça se rejoue génération après génération. Donc l'idée, c'est vraiment questionner nos points de vue. Et alors en vous lisant, moi j'ai l'impression quand même que cette démarche, elle est pas toujours bien comprise et pas toujours bien reçue. Vous dites par exemple, énoncer la vérité à un blanc, c'est compliqué, et en même temps, vous parlez de votre maman qui s'inquiète, qui vous demandait si vous n'auriez pas de problème avec ce livre. Donc j'imagine que voilà, maintenant ça fait 2-3 ans que c'est sorti. Est-ce que vous avez eu des problèmes? Est-ce que cette démarche, d'une certaine manière, a permis de faire passer des messages? Alors tout d'abord, lorsque vous essayez d'adopter un autre point de vue que la majorité des gens, en règle générale, vous avez des problèmes. Mais peu importe, hein. C'est-à-dire, si vous êtes dans votre travail, vous dites, attendez, on peut faire différemment. Au départ, on va vous écouter. Si vous le dites 2 ou 3 fois, on va dire, ouais, qu'est-ce qu'elle nous veut, ça là encore. Donc, c'est tout à fait normal que, en fait, vous soyez pas bien compris. Alors, j'ai rassuré ma maman, je lui dis, écoute, il n'y aura pas de problème. J'ai des amis aussi qui étaient très inquiets. Mais effectivement, je peux comprendre aussi ce que dit ma maman, c'est parce que depuis des générations et générations, les personnes qui questionnent le racisme, en règle générale, ils finissent pas bien. Bon, heureusement, on a changé d'époque, mais je tiens à vous dire que, par exemple, Nelson Mandela, que tout le monde idolâtre aujourd'hui, en fait, il avait juste dit que, les gars, vous savez quoi, le racisme là, il faut arrêter avec ça. Il a été en prison pendant voilà. Et donc c'est ça le problème. Martin Luther King, c'est la même chose. C'est-à-dire que beaucoup de personnes dans ce livre, effectivement, à chaque fois, ils disent non, mais vous savez, la relation selon la couleur de la peau, il faut la changer. Mais c'est exactement la même chose avec les femmes, hein. Depuis des générations, il y a des femmes qui essayent de dire la relation qu'il y a entre les hommes et les femmes, il faudrait que cette relation devienne plus égalitaire. Mais ces femmes-là, elles auront des problèmes aussi. Donc il n'y a rien de nouveau.
Donc avec ce livre, bien évidemment, il y a des gens qui ont dit que j'étais un raciste, anti-blanc, que je n'aimais pas les blancs. Mais là aussi, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que pour que les choses n'avancent pas, on va essayer de dire que c'est vous le mauvais. Mais la réalité, c'est que le livre a été traduit dans plusieurs langues. Il y a... on m'invite, je vous ai dit dernièrement, j'étais en Suède pour parler avec 300 professeurs sur ces problématiques. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent qu'effectivement, qu'il est temps de changer de point de vue. Alors, il y a un aspect fondamental dans ce livre, comme dans La pensée blanche, comme dans l'autre aussi. Enfin, il y a deux pôles qu'on retrouve dans beaucoup de personnages. C'est l'histoire de l'esclavage, et puis c'est aussi l'histoire de la colonisation. J'ai cru comprendre que un mémorial national des victimes de l'esclavage allait être fait à Paris. Est-ce que ça vous semble être un pas vers une reconnaissance importante, ou est-ce que au contraire, voilà, peut-être Pascal Blanchard et puis Lilian Thuram, si vous avez quelque chose à dire là-dessus, est-ce que c'est le signe que la société française finalement évolue dans la bonne direction sur ces questions-là? De toute façon, elle évolue dans la bonne direction, au moins sur un certain nombre de questions. On n'est plus au temps d'esclavage, la colonisation est terminée et l'apartheid est arrêté. Comme on le dit toujours avec Lilian, avec des jeunes, regardez ce qui s'est fait. Alors, vraiment, des fois, les gens vous disent, alors, mais pourquoi ça revendique autant aujourd'hui? Peut-être que parce que ceux qui n'avaient pas le droit de parler se sont mis à parler. C'est aussi ça qu'on peut reprocher des fois à Lilian Thuram. Mais vous vous prenez pour qui? Juste il a le droit de parler. C'est qu'avant, ceux qui lui ressemblaient n'avaient pas le droit de parler. Ils étaient en fin de compte de l'autre côté du miroir de l'histoire de l'esclavage, de l'histoire de l'apartheid, de l'histoire coloniale. C'est une extrême nouveauté d'apprendre à parler ensemble avec des mémoires et des récits différents. Donc par définition, l'espace public est le reflet de ces mutations. Et dans l'espace public, vous le savez tous, notamment mesdames, on n'a pas donné beaucoup de place aux femmes. 2,3% des noms de rues en France sont des noms féminins. Ce qui prouve que ça a dû souvent être des hommes et souvent des militaires dans les commissions pour nommer les noms de rues. Donc ça fait peu de temps qu'on se dit que l'espace public, les rues, les monuments, les bâtiments, devraient renvoyer aussi d'autres récits. Et ce mémorial qui est prévu dans le Jardin des Tuileries fait partie de cette... Et il y a beaucoup de débats autour. Trocadéro, vous voulez dire? Non, je crois que c'est aux Tuileries. Il me semble que c'est au Trocadéro. Oui. Ils ont encore changé? Très bien. Ce qui prouve donc qu'il y a des débats encore qui continuent. Et j'ai pas suivi le dernier. Et donc, au Trocadéro maintenant. Et en fait, c'est tout un débat sur faut-il ou non écrire les noms. Faut-il disposer, je crois que le CM 98 réclame notamment que les 200 000 noms d'esclaves sur lesquels ils avaient travaillé puissent être présents sur ce mémorial. Ça fait énormément de débats sur la forme qu'il doit prendre. Et en même temps, ça renvoie à une réflexion majeure. Comment notre espace public, donc notre environnement, doit faire respirer toutes les dimensions de notre histoire passée. Et pourquoi pas avec des regards complexes, puisque d'un côté, vous avez des jeunes qui veulent déboulonner des statues, de l'autre côté, vous avez des structures associatives ou des communautés qui réclament un plus grand espace mémoriel, par exemple des musées, et le travail a été fait, par exemple, sur la Shoah, le travail a été fait sur les Arméniens. Je rappelle que notre pays sera bientôt le dernier pays européen, avec un pays extra-européen, le Japon, pour avoir un musée d'histoire coloniale. Alors je le dis comme une boutade, depuis 30 ans, il y avait 22 musées du sabot, il y en a eu 23, il y en a 24, maintenant on est arrivé à 27 musées du sabot. J'ai dit calmez-vous sur le sabot, faisons un musée d'histoire coloniale. J'adore l'histoire du sabot, en plus je suis breton, donc les Bretons considèrent que c'est un élément fondamental de notre culture. Mais l'histoire coloniale, bientôt nous allons fêter le 500e anniversaire du premier acte de l'Empire colonial français, c'était en 1534, au Canada. 5 siècles d'histoire. Aujourd'hui, 35% des Français ont, au nom de leurs grands-parents, un lien direct avec les espaces ultramarins. Et nous le savons un petit peu, cette histoire est fait un peu encore débat, notamment dans les grandes élections présidentielles. Donc ce n'est pas un sujet mort. Et il n'y a pas un endroit où un enseignant, dans ce pays, peut emmener des élèves pour parler d'histoire coloniale. Donc vous voyez que l'espace public, les monuments, alors les monuments, ça ne sert pas simplement à avoir de jolies pierres. Pourquoi? Parce qu'à un moment, quand vous rentrez dans l'espace public, vous êtes reconnu. D'ailleurs, si vous réfléchissez bien, le livre qu'a proposé Lilian autour de Mes étoiles noires, c'est pas loin d'être un contre-mémorial livresque. C'est une manière de dire, ces personnages ne sont pas assez présents dans notre espace public. Et au moment où on commence à voir des places et des rues, Paulette Nardal ou Joséphine Baker rentrent enfin au Panthéon, vous le voyez bien qu'il commence à y avoir un... Et c'est pour ça que le temps change. Il faut de temps en temps aider aussi nos présidents de la République. Si Manoukian rentre au Panthéon au mois de février prochain, c'est bien parce que certains se sont battus depuis 40 ans. À dire qu'il faut que dans l'espace public, des héros qui symbolisent la nation puissent aussi avoir des récits qui peuvent être différents. C'est très compliqué parce qu'en fin de compte, on se rend compte d'une chose, et Lilian l'a très bien dit sur La pensée blanche, ça prend du temps.
Ça prend du temps parce qu'il faut, certes, de temps en temps mettre des coups de boutoir, il faut aussi être très pédagogue. Il faut aussi arriver à convaincre le plus large spectre de gens d'arriver à comprendre à quoi ça sert. Et moi, souvent, quand des gens me disent « Oui, mais si on fait un musée d'histoire coloniale, ça va reviver des plaies. » Je dis « Mais vous croyez qu'ils font quoi, les gamins? Ils vont pas sur Internet? Mais vous croyez que c'est des benets ou quoi? Ils vont voir Dieudonné. Ils vont voir des gens qui délirent sur Internet. Ils vont aller regarder des gens qui vont fabriquer des mémoires complètement fractionnées. Et qui, au final, ces gamins vont se dire bah, « En fait, la France, elle m'aime pas. Elle ne m'a jamais aimé ou elle n'a jamais aimé ceux qui me ressemblaient. » Donc si on n'est pas vigilant, y compris avec ceux qui peuvent avoir peur d'ouvrir justement ces nouveaux karmas de notre récit national, eh ben d'autres remplissent ces vides mémoriaux. Il ne faut jamais croire que la volonté d'amnésie, le silence, vous savez, c'est comme dans une famille. Généralement, quand vous mettez l'histoire du vieil oncle sous la table, ça ressort toujours. Et dans notre histoire nationale, il faut apprendre avec courage à aller chercher aussi ces parts d'ombre. Et ensemble. Et c'est pas toujours facile. Hein. Parce que nos mémoires peuvent être diffractées. Si nous avons une histoire commune, notre demande mémorielle ou les demandes mémorielles ne sont pas forcément identiques. Et pourtant, on a réussi à le faire sur la Shoah, on a réussi à le faire dans le récit franco-allemand, on a réussi à le faire avec beaucoup de récits douloureux. Donc ça veut dire qu'on est capable de le faire, mais il faut savoir des fois choisir des voies de traverse. On l'a vécu avec Lilian quand on a fait cette expo au musée du Quai Branly. Parler des os humains, c'est pas un sujet facile. Et quand je dis ça, c'est pas pour les petits blancs. Hein. C'est un sujet extrêmement difficile pour que des parents emmènent leurs enfants, quand ils sont eux-mêmes issus de cette histoire, et regardent en face, ensemble, ces images. C'est un cheminement personnel, très difficile. Et donc de gens qui sont venus voir Lilian à cette expo en lui disant « Parce que c'est vous, monsieur Thuram », et là, moi, j'aurais été totalement inefficace pour créer ce levier de désir de ses parents d'emmener les enfants, de regarder ensemble ces images et d'en parler. Pourquoi? Parce que c'était de dire à ces enfants, à ces jeunes, voilà d'où vient le racisme. Ça devenait concret, donc on pouvait le déconstruire. Donc on pouvait dire, inverser ce que ces images avaient produit. C'est complexe et on est sur des choses qui sont... Et c'est normal que ça fasse peur. Hein. Mmh. Alors, en vous écoutant, je pense à une phrase de la conclusion de La Pensée Blanche où vous dites « Il nous invite à oublier, mais c'est précisément cet oubli qui nous empêche de passer à autre chose. » Donc, on rejoint cette idée que peut-être le fait d'en parler permet de passer à autre chose. C'est vrai que là aussi, je vous rejoins dans ce que vous disiez sur le fait que c'est compliqué d'expliquer à un blanc voilà, les situations de discrimination. Et souvent, on entend les gens qui disent « Oui, bon, passons à autre chose ». Mais il y a peut-être la nécessité de dire la vérité. Est-ce que de votre point de vue, sur ces questions de l'esclavage, avec voilà, les choses qui sont décidées au plus haut niveau, est-ce que on fait des grands pas ou est-ce que ça reste toujours trop mesuré? Écoutez, moi, ce qui m'ennuie, c'est comment on raconte l'histoire. C'est-à-dire comment on raconte l'histoire de l'esclavage, de la colonisation. Très souvent, on voudrait laisser entendre dire que peut-être que ce sont des conflits entre personnes de couleurs différentes. Alors qu'en fait, que l'esclavage, la colonisation, ce sont avant tout des systèmes économiques. Et pour moi, c'est ça le plus important. Le racisme, en fait, a toujours été un leurre. Toujours. C'est-à-dire que si vous voulez exploiter des gens, il faut construire leur infériorité. Il faut dire qu'ils sont différents. Ils ne sont pas comme nous. Et en fait, on cache l'exploitation et on cache la violence du système économique. Et d'ailleurs, dans le livre La Pensée Blanche, il y a toute une partie où je dis, voilà, si nous acceptons que exploiter des personnes de couleurs différentes pour l'esclavage, par exemple, le massacre des Amérindiens, si vous acceptez sans comprendre, si vous acceptez la violence coloniale, ben, c'est tout à fait normal que nous puissions accepter le système économique qui violente la nature. En fait, il faut faire un lien. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une minorité de gens, depuis des siècles, qui, pour gagner de l'argent, sont prêts à tout. À tuer des hommes, des femmes, à les mettre en esclavage, à voler. Et je pense qu'il est important de comprendre le système esclavagiste et le système colonial pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que le passé, pour moi, ça ne sert à simplement éclairer ce que nous vivons aujourd'hui et pour construire un demain différent. C'est-à-dire que combien de temps encore on va se laisser leurrer sur la couleur de la peau ou sur les origines différentes? Ben, combien de temps? Parce que ça marche encore aujourd'hui.
C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a quand même des politiques qui construisent des nous et des eux. Des nous et des eux. Et donc, on finit encore par tomber dans le piège sans réfléchir peut-être au système économique qui violente la grande majorité des personnes en France et dans le monde. Pour moi, c'est le passé, la réflexion sur l'esclavage et le colonialisme, c'est vraiment montrer la violence du système économique. Voilà. Alors, est-ce que cette lutte contre voilà les préjugés et la perpétuation de ces logiques qui ont présidé, est-ce qu'elle passe aussi par peut-être des changements de mots? Il y a ce débat aussi sur l'utilisation du mot race, en particulier dans la Constitution. Est-ce que il faudrait ne plus utiliser ce terme-là, ou est-ce que au contraire, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une construction, et à ce titre-là, on peut parler de personnes racisées. Est-ce que vous, ce sont des termes que vous utilisez tout en les contextualisant? Écoutez, moi personnellement, j'utilise pas racisé, parce que j'ai l'impression que lorsqu'on parle des racisés, par exemple, si on parle des racisés, on parlerait de moi. Ok. Et je pense qu'en fait, lorsqu'on parle de personnes racisées, tout le monde est racisé. Tout le monde est renvoyé à une certaine catégorie. C'est comme que lorsqu'on parle des gens de couleur. Par exemple, si on parle des gens de couleur, en fait, il n'y aurait que moi qui aurais une couleur. Bah, je suis désolé, Pascal, il a une couleur. Calme-toi. Ok, donc en fait, c'est toujours comment on arrive à recréer des catégories en essayant de dire, voilà, il y aurait une norme qui serait blanche, donc on la nomme pas, et les anormaux. Donc dans l'inconscient, beaucoup d'implicites dans cette formule. Effectivement, gens de couleur, on pourrait, ou c'est aussi la question, ben oui, toi t'es de quelle origine, ou le terme métis qui renvoie à une altérité, alors qu'effectivement on est tous issus d'un métissage. Pascal Blanchard. Dans racisé, il y a encore autre chose. Ce serait de considérer qu'on ne serait que le fruit de sa race, et qu'on devrait se positionner uniquement par rapport à la norme blanche qui a été créée, alors que les individus se positionnent pas forcément uniquement par rapport à ça. Donc vous refabriquez dedans un groupe dit unitaire, et ça n'existe pas. Un jour, on discutait avec Lilian, quand il avait fait la pensée blanche, moi je le chambrais sur la pensée noire, on discutait, je lui dis, s'il y avait une pensée noire et une pensée blanche, ça se serait parce que les blancs sont différents et les noirs sont par exemple différents. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trouver par rapport au vécu, par rapport aux discriminations, des artistes, des écrivains, des penseurs qui se sont mis un moment à penser à l'altérité noire ou à la discrimination. Mais en même temps, vous avez une diversité de propos. C'est comme si vous me disiez, mais il y a une pensée asiatique. Bah, ça dépend où vous allez, ça dépend à quelle époque, ça dépend quel auteur vous prenez. Est-ce que tous les auteurs blancs pensent pareil? Bah, on le sait bien. Pourquoi voulez-vous que tous les auteurs noirs pensent pareil? Donc le fait de créer les racisés, comme les blancs, vous fabriquez aussi des mondes unitaires qui n'auraient pour objectif unique et ultime que de s'affronter, par définition. Donc on voit bien que dans le terme racisé, que je n'emploie pas moi non plus, il y a quelque chose qui en même temps peut exclure et peut refabriquer de la race où justement on doit la faire disparaître. Pour autant, je considère que exploiter le mot, l'utiliser en tant que chercheur, dire qu'à une époque elle a fait partie de notre récit politique. Vous savez qu'elle a même été dans le monde administratif et le droit français. En 1926, on invente la notion de race française pour justement exclure les indigènes dans les procès. Donc elle fait même partie de notre histoire politique. C'est complexe de pouvoir déconstruire quelque chose qui disparaît. C'est pour ça que le mot, en tant que chercheur, me paraît important à dire. Comme d'ailleurs les monuments du passé. Je ne suis pas un déboulonneur de monuments, parce que si vous m'enlevez tous les monuments coloniaux, dans 50 ans, plus personne ne croira qu'un jour on a colonisé. Je préfère mettre de très bonnes plaques explicatives. Même si je doute toujours que les jeunes aient encore envie de lire des plaques sous les monuments, je vous l'accorde. On fera aussi de très bonnes applis sur leur portable. Mais je pense que c'est complexe. Et puis il n'y a pas d'absolu. Et j'ai toujours eu un doute sur l'effacement. À l'instant T où on efface, où on fait disparaître quelque chose, il peut y avoir une vertu du moment. Mais qu'est-ce qu'elle va produire dans le temps long? Je ne suis pas même pas sûr qu'on soit totalement d'accord avec Lilian là-dessus, et c'est pas très grave. La question, elle n'est pas là. Elle est que nous avons affaire aujourd'hui à un monde qui se décode, qui se décolonise aussi sur beaucoup de choses. Lilian, par exemple, des fois, va travailler dans les musées à expliquer autrement les tableaux. Où on essaye d'arriver à déconstruire aujourd'hui, à regarder l'histoire autrement. Où on dit, et je dis toujours à des gens qui ont peur de ça, parce qu'ils pensent qu'on va remplacer l'histoire classique, qu'ils ont connue, par une autre. Je ne dis pas du tout. Il y a totalement la place. Là, on a travaillé sur les noms de rue, par exemple, et les gens me disent, bah, alors, on va remplacer un nom de rue. Alors, je commence à dire, monsieur le maire, on va se calmer. Vous créez combien de rues par an? Je ne sais pas, avec les nouveaux lotissements, 10, 15. Vous inaugurez combien de bâtiments par an? Je me dis 5, 6. Combien de nouvelles écoles? Donc pourquoi voulez-vous remplacer? Vous avez du neuf. Puis au lieu de les appeler Marguerite, Rose
Et pétale de tulipe, on va peut-être inventer des choses. Et dans notre histoire, oui, alors, vous avez raison, je vais l'appeler Martin Luther King. Ok, alors je vais vous réexpliquer. Martin Luther King, j'adore. Mandela, c'est une star. Rosa Parks aussi, elle est dans le livre. Ils sont tous dans le livre d'ailleurs. Mais vous savez qu'il y a eu aussi des personnages français issus de cette histoire. Parce qu'en fait, on se rend compte, la première réaction, moi, des élus que je rencontre, ils me disent, mais il y a des gens de couleur, monsieur Blanchard, qui ont contribué au récit national. Et là, généralement, Lilian, il connaît ma phrase, je dis oui, par exemple, le premier maire noir de Paris. Son nom, cher ami, je vous pose la question. Quel est le nom du premier maire noir de Paris que vous avez appris à l'école? Il y a eu un maire noir. Hein, ne répondez pas, parce que ça, c'est un truc de prof, là. Il est historien comme moi. J'ai compris. Et les enfants me regardent, ils me disent c'est pas drôle de rigoler avec ça, monsieur Blanchard. Et là, je leur dis Heredia, fin du 19e siècle, maire noir à Paris. On l'a appris où à l'école? Nulle part. Donc, je leur dis aux élus, il y en a plein dans notre histoire. De toutes les immigrations, de tous les récits. Mais ils ne sont pas dans l'espace public. Ils ne sont pas dans nos récits du commun. Ils ont été effacés par ceux qui ont écrit l'histoire, comme les femmes. Après, les gens me disent, oui, mais c'est compliqué de trouver des femmes qui, dans le récit militaire, ont été célèbres au 19e siècle. Je dis, bah oui, vous donnez un challenge, là, bah, vous trouvez autre chose. Dans le sport, dans la culture, dans la littérature, dans plein de sujets. Et en fait, il y a un travail à faire énorme pour déconstruire ce qui a été construit, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, sans forcément effacer tout. C'est un juste équilibre dont notre génération a hérité, dans un pays qui est encore un peu éruptif sur ces questions, parce que certains, comme vient de le dire Lilian, considèrent qu'un noir et un arabe ne seraient pas forcément totalement français. C'est toute cette complexité-là que nous vivons aujourd'hui, notre génération. Et ça renvoie aussi à ce travail que vous avez fait de ces 318 personnalités, un rapport qui a été fait il y a 2 ans, justement comme un outil pour les maires pour pouvoir faire ça. Alors je voudrais qu'on donne un petit peu la parole à la salle pour quelques questions. On a un petit quart d'heure, donc je vous invite à je vous invite à lever la main si vous avez une question à poser à Pascal Blanchard, à Lilian Thuram, aux deux, et puis on va faire passer un micro. Et on va prendre les questions ensemble. Donc s'il y a plusieurs questions, on vous invite à les poser. Alors il y en a une en bas ici, monsieur. Je ne vois pas très bien, mais je crois pour l'instant on va prendre la question de monsieur. On vous écoute. Levez-vous peut-être qu'on vous voit. Quelle est, selon vous, l'importance que vous attachez par exemple au récit dans vos livres et plus largement l'importance pour vous du récit dans l'espace public, sachant que, par exemple, à droite ou à l'extrême droite, par exemple, on dit par contre-coup que le récit national n'est plus enseigné, etc., disons qu'il y a une culture différente qui essayerait de contrecarrer ce récit national, en fait. Et qu'est-ce que vous répondez à ça? Et comment, selon vous, des formes de récit, par exemple, peuvent contrecarrer ces idées-là, en fait? Très bien, alors c'est une question pour nos deux intervenants. Ok, alors je ne vois pas d'autres mains se lever, donc on vous laisse répondre. Je ne sais pas qui veut répondre. Un historien ne devrait pas dire ça et je nierais vous l'avoir dit. C'est pas grave. Le récit national, c'est pas de l'histoire. Le récit national, c'est la mythologie qui nous permet de vivre ensemble. Si vous me demandez en tant que citoyen si je pense qu'il faut un récit commun pour arriver à avoir envie de vivre ensemble, je vous dis oui. Et si je vous dis est-ce que c'est sérieux en termes historiques, je vous dis non. C'est pas antinomique. Le récit national, ce n'est pas l'histoire. C'est la manière dont on interprète l'histoire et on écrit un récit du commun pour que des gens ont envie de vivre ensemble. Que ce récit ait besoin d'évoluer un tout petit peu pour que des gens qui ne sont pas partie prenante dans ce récit aient plus envie de vivre ensemble, je pense qu'il y a un énorme effort à faire. Pourquoi je dis ça? Soyez prof, et il y a certainement des profs dans cette salle. Et face à vos élèves, en fonction de la région dans laquelle vous vivez, du quartier dans lequel vous enseignez, et de la typologie spécifique des migrations dans votre territoire, si vous êtes du côté de l'Alsace, l'histoire turque peut avoir du sens sur le génocide arménien. Si vous êtes à Marseille, l'histoire des harkis de la guerre d'Algérie peut faire un peu résonance. Si vous êtes aussi à Marseille avec l'histoire des Comores, ça va faire du bruit. Si vous êtes en région parisienne, la manière de raconter l'histoire de l'Indochine, et ainsi de suite, vous vous rendez bien compte que ces gamins vous disent à un moment, on ne veut pas entendre cette histoire, madame, de la Shoah, parce que nous, on n'est pas présents dans le récit national. Ou alors, quand on est présent, notre histoire, elle n'est pas belle. Ça veut dire que votre récit national, il a besoin aussi de muter et d'évoluer et d'intégrer ces nouvelles dimensions du récit pour que tout le monde se retrouve dans le commun. Mais c'est pas de l'histoire. C'est pour ça qu'on ne parle pas de la même chose quand Zemmour, il s'énerve.
Je dis, on parle pas de la même chose, M. Zemmour, vous n'êtes pas un prof d'histoire, vous êtes un populiste. Donc vous vous battez sur une chose, c'est un récit immaculé, dont il sait même lui-même que ce n'est pas de l'histoire, mais par définition, c'est une sorte de bâton de maréchal pour que les gens se sentent dans un récit commun. Et tous les pays du monde font ça. Allez lire les manuels scolaires en Algérie, vous allez pleurer, hein. C'est pas de l'histoire. Et généralement, les manuels scolaires, dans beaucoup de pays, il y a autant du fait que de la mythologie. Maintenant, est-ce qu'il nous faut une mythologie pour croire en commun à quelque chose? Je pense que oui. C'est difficile si vous donnez que des choses abstraites pour les gens, pour leur dire nous allons vivre en commun ensemble. Mais il faut savoir le dissocier de l'histoire, des faits, de la manière de raconter, et de raconter les histoires, de décentrer les propos. L'histoire, par exemple, des femmes, l'histoire des minorités sociales ou du monde ouvrier, l'histoire des minorités dominées, l'histoire de l'esclavage vu du côté des colons, vu du côté des affranchis ou vu du côté des esclaves, désolé de le dire, le regard se décentre. C'est ça qu'il faut savoir faire, je pense, dans un équilibre qu'un historien ne devrait même pas défendre. Mais c'est pas grave. Mais vous ne pouvez pas non plus abandonner l'idée. Et à un moment, on le sait que l'école a cette double responsabilité de fabriquer du citoyen et de l'élève éveillé. Comme de toute façon, généralement, quand il y a un problème dans ce pays, c'est la faute des profs. Alors, ça, c'est à l'école. Ah ben non, on va demander à l'école. Ah, mais les enseignants, non, on leur donne tout à faire. C'est du boulot parce qu'ils doivent à la fois, oui, fabriquer des gamins qui se sentent français, et en même temps, c'est très macroniste, hein, et en même temps, on doit leur enseigner l'histoire, la géographie, le plaisir de lire. C'est très complexe ce qu'on est en train de se dire, parce qu'en fin de compte, on pense que l'un va remplacer l'autre. On aura toujours besoin de mythologie. Vous savez, c'est même les sportifs. À un moment, il faut leur faire dire qu'il y a un Graal à aller chercher en commun, un récit pour être fédéré, croire en une mission commune. Bah, une nation, c'est pareil, hein. Ou un continent. Ou, quand vous dépassez par contre la dimension nationale, ce qui se passe en Europe aujourd'hui, par exemple, de se penser, de se regarder européen. Il va falloir à un moment qu'il y ait une histoire à l'échelle de l'Europe pour que les gens puissent se sentir partager la même histoire que les Polonais, les Italiens, les Hongrois, les Maltais. Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est complexe. C'est complexe parce qu'on parle de deux sujets pour moi extrêmement différents. Et par définition, ceux qui veulent défendre une sorte de récit immaculé, ce n'est pas une question historique. Ils veulent défendre leur identité. Blanche, très souvent. Il faut savoir aussi oser le dire et aller chercher sur ces questions-là et de ne pas avoir peur en tant que chercheur de parler aussi de ce qui fabrique des mythologies. Parce qu'on le voit bien quand on est historien, toute l'histoire du monde, ce sont des mythologies. Hein. Alors, vous parlez de l'Alsace, de Marseille, mais à Saint-Dié, ici, on a une belle statue de Jules Ferry, par exemple, avec une symbolique très intéressante. Me lancez pas sur Jules Ferry, alors là... non, me lancez pas sur Jules Ferry. Hein. Et on aurait pu parler aussi, parler d'Adiba, qui est un des personnages importants, qui a été exécuté à Épinal, ici, et qui a créé un des premiers maquis dans les Vosges, plutôt dans l'ouest des Vosges. Lilian Thuram, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce point ? Ben écoutez, vous savez, chacun de nous ici, nous sommes conditionnés dans un sens. C'est-à-dire qu'il y a le conditionnement de la famille, le conditionnement de la religion, le conditionnement de l'époque. Et effectivement, il faut qu'on puisse se mettre d'accord à savoir quelle histoire qu'on peut se raconter pour se sentir français, française. Mais il faut juste décider de changer l'histoire. C'est pas si compliqué que ça, en fait. C'est dire, voilà, on va raconter l'histoire différemment. C'est comme la carte du monde que je vous ai montrée. En fait, on peut juste rajouter des points de vue différents. Et très souvent, j'entends les gens parler de cancel culture. Mais l'idéologie nationale, déjà, c'est enlever des points de vue. C'est adopter peut-être des points de vue bien précis. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, nous devons nous mettre d'accord, et d'ailleurs, c'est ce que nous sommes en train de faire, hein, parce que nous avons la chance d'être en France, et il y a énormément de débats autour de cela. Moi, je voyage dans certains pays, il n'y a pas autant de débats. Ça veut dire que la société évolue moins vite. Et donc, ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut le dire. Les débats qu'il y a en France, c'est une bonne chose. Ça veut dire que, justement, il y a des points de vue qui ne sont pas d'accord et peut-être qu'on va accoucher sur des points de vue qui vont nous emmener justement à faire France. Moi, je suis assez positif, je pense que ça va se passer comme ça. Bien évidemment, aujourd'hui, il y a vraiment des crispations, mais je pense que pour que quelque chose de nouveau puisse naître, il faut passer par cette crispation. Mais l'idée, c'est de dire, il y a d'autres points de vue.
Souvent, je raconte cette histoire aux enfants dans les écoles. Je leur demande s'ils connaissent Christophe Colomb. Ils me disent oui. Je dis c'est qui? C'est celui qui a découvert l'Amérique. Je dis écoutez, vous allez fermer les yeux, vous vous imaginez que vous êtes sur le bateau, vous arrivez dans les Amériques. Je leur dis est-ce que vous voyez les gens sur la plage? Et ils sont surpris. Je dis il y a des gens sur la plage. Est-ce que les gens sur la plage disent que Christophe Colomb a découvert l'Amérique? Non. En fait, peut-être qu'il faut adopter les points de vue des personnes sur la plage pour faire justement une histoire plus intelligente, où on va tous grandir ensemble. Et moi, je reste persuadé que c'est ce qui se passe en ce moment et on va arriver à trouver ce consensus. Bon, pas sur Jules Ferry, mais... Non, Jules Ferry, je te laisse, Jules Ferry. Une histoire à part égale, comme le disait Romain Bertrand, en essayant justement de voir le point de vue. Alors des fois, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas forcément de sources aussi accessibles qui permettent, dans les sources elles-mêmes historiques, le point de vue des dominés est souvent effacé ou en tout cas est mis de côté. Donc c'est aussi tout un défi pour les historiens, j'imagine. Oui et non. Ça partirait du point de vue que la seule histoire qui se raconte et qui a de la valeur et du sens serait une histoire qui s'appuierait sur des archives et sur l'écrit. C'est très occidental. En Afrique, on peut vous raconter 20 siècles d'histoire sur la moindre trace papier. Parce que la mémoire orale, et parce qu'on a appris, nous les historiens aujourd'hui, à travailler, et les géographes et les chercheurs en général, sur des sources extrêmement diverses. Quand on a travaillé par exemple sur sexe, race et colonie, c'était un sujet qui était complexe parce qu'aux colonies, les jeunes femmes qui pendant 5 siècles, notamment du temps des conquistadors, ont pu subir sur leur corps la violence de l'autre, n'ont pas été portées plainte dans des commissariats. Il n'y avait pas beaucoup de commissariats pour écouter les plaintes des femmes au XVe siècle ou au XVIe siècle en Amérique. Il n'y a pas de traces, il n'y a pas d'écrits, il y a très peu de documents. Quelques écrits très tardifs début 20e. Donc la violence, et là je vous parle de centaines de millions de cas, il n'y a pas de traces. La seule chose qui restait, c'était les images des conquérants qui racontaient leur safari sexuel. Donc vous partez de la pire des choses pour remonter vers la trace telle une enquête. On peut toujours écrire l'histoire vue de l'autre côté. On peut l'écrire parce qu'à un moment, il faut aller apprendre à travailler autrement sur la manière de justement croiser les regards. Et ça nous oblige à décentrer nos propres méthodologies. Ça nous oblige à remettre en cause quand Lilian dit maintenant tu sors du bateau, tu vas sur la plage et t'essayes de comprendre ce que ça signifie de voir arriver un blanc dans ton propre pays. Parce que, par définition, nous trouverons les outils méthodologiques pour le faire, parce que nous n'écrivons plus simplement pour ceux qui sont les descendants des gens sur le bateau. Ça change beaucoup de choses. Nous n'écrivons plus simplement pour ceux qui pensent comme nous. Ça change beaucoup de choses. Et que maintenant, la jeune génération, c'est ni Lilian ni moi, la boutade de tout à l'heure, je vais la garder, les moins de 25 ans, ils sont déjà super conscientisés par tout ce qu'on est en train de se dire, les amis. Ils sont rentrés dans un monde où ils sont choqués de l'inégalité homme-femme, au moins ça prouve qu'on a fait notre travail, nous et d'autres. Ils sont choqués par le racisme, ou eux-mêmes se revendiquent quand ils votent Front National un certain discours. Toutes ces questions, en tout cas, sont rentrées dans le présent. Nous ne sommes pas dans une génération qui est en train de découvrir nos débats. Les gens, la nouvelle génération, les moins de 25 ans, en s'y intéressant ou pas, en tout cas, on maîtrise maintenant les codes dont on est en train de passer. Eux-mêmes savent que l'histoire n'est pas vraiment en phase avec la manière dont ça s'est passé. Sur l'histoire des femmes, par exemple, c'est une évidence. Et donc, il va falloir qu'on apprenne, nous les chercheurs, à écouter ce que ceux qui vont lire l'histoire de demain ou entendre l'histoire de demain vont vouloir savoir et avoir comme connaissance, parce que sinon nous allons être en dichotomie avec cette demande sociale. Et on le voit quand on va dans les écoles avec Lilian ou quand on va discuter avec des jeunes et compagnie. Je peux me permettre de raconter en 10 secondes une question que Lilian des fois pose à des jeunes et je trouve très intéressant. Quand il dit des fois, après avoir expliqué pendant 1 heure ou 1 heure et demie le racisme, le combat, la nécessité de lutter contre, la lutte contre les discriminations, vous avez une salle de classe devant vous et quand vous posez la question à ces jeunes, qui voudrait être noir en France? Ils lèvent pas la main. Ils ont tout à fait compris la situation. Ils sont pas maso. Monsieur, non, si on peut choisir, on va pas choisir noir. Donc ils savent déjà. Tout ce qu'on croit, nous, intellectuels, qu'il faut 500 pages pour leur raconter, il en faut 2 minutes, c'est un SMS, Ils ont compris. Ils savent très bien qu'être noir en France, tu vas un peu plus galérer, quoi. Soit si tu joues super bien au foot, ou alors humoriste. Mais il faut tout de suite être sûr quand même de la carrière, parce que sinon t'es mort. Sinon tu galères, sinon t'as des problèmes avec les flics, sinon tu vis pas dans le super quartier, sinon tu vas avoir un problème dans tes études. Et puis après, je te parle même pas du boulot. Et maghrébin, alors là, laisse tomber. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous savez qu'ils ont compris tout ça?
tous ces codes-là sont déjà digérés. Et ben nous, chercheurs, si on n'est pas capable d'écrire une histoire qui correspond à ce réel, nous ferons une histoire totalement désincarnée. Et en fin de compte, nous ne ferons pas de l'histoire. C'est notre mission. Hein. Lilian Thuram, peut-être le mot de la fin. Vous êtes d'accord avec cette... finalement, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Vous allez être à la fois optimiste, mais en même temps, vous nous dites que les jeunes ont même toujours des choses à intérioriser. Est-ce que vous pensez que effectivement, c'est une question de génération et de temps, et que les points de blocage vont sauter, et même si notre société, que ça soit par les images, elle est toujours imprégnée par cet imaginaire colonial, etc. Est-ce que vous êtes optimiste finalement sur la suite? Non, mais ce que dit Pascal, c'est qu'effectivement, les plus jeunes sont conscients et ils sont capables de dire la vérité. Et à partir du moment où vous êtes conscient de dire la vérité, mais vous êtes obligé de changer. Et puis surtout, il y a quelque chose qui est très nouveau. C'est-à-dire que pendant très longtemps, je pense que la France se pensait seule et n'était pas regardée. Vous avez suivi un peu ce qui se passe un moment, notamment en Afrique. En fait, il y a des gens qui regardent la France et qui disent « mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter ?» Et je pense que ça aussi, c'est nouveau. Ce sentiment d'être vu. Ça veut dire que nous savons que vous racontez n'importe quoi. Et donc, je pense que là aussi, c'est une nouveauté. Et il faut prendre conscience qu'effectivement, vous ne pouvez plus raconter des choses comme si vous étiez seul au monde. Non, c'est fini. Donc moi, en tout cas, pour l'avenir, je pense que ça va bien se passer. Alors, ça sera le mot de la fin. Avant de conclure, je voudrais juste rappeler que le livre, en fait, n'est pas sorti, il est ici à Saint-Dié en avant-première. Et donc, vous pourrez vous le procurer ici à la sortie en allant le signer, que vous pouvez aussi vous procurer sans doute La Pensée Blanche, et puis l'histoire globale de la colonisation. Je crois que je n'écorche pas le titre. De la France coloniale, voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour votre éclairage sur ces questions importantes. Merci à vous, merci beaucoup, merci.